Bonjour tout le monde, bienvenue à Culture Emportée en prolongation, le podcast qui s'attarde encore plus en profondeur à notre culture d'ici, bien de chez nous. On connaît des humains, on apprend à connaître des humains, mais on va encore plus en profondeur dans différents sujets. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'attarder sur les Grandes Fêtes TELUS, ce festival historique. Hein, ça fait quand même 20 ans cette année. Et pour nous raconter l'histoire des Grandes Fêtes TELUS, nul autre que Sébastien Noël. Salut! Salut Hugo. Comment vas-tu? Ça va extrêmement bien, merci. Oui, à quelques mois là, de cette 20e édition, j'imagine que la fébrilité commence à monter un peu. Oui, ben quand on sort la programmation, je pense que c'est là que la fébrilité est la plus haute. Puis par la suite, de là, on est plus dans planification. Fait que toute l'équipe et ceux qui vivent, puis on a hâte que ça commence. On a hâte que l'été arrive surtout. Oui, oui, comme tout le monde. Avant d'embarquer dans l'histoire des grandes fêtes, j'ai envie qu'on connaisse un peu l'humain derrière. Hein. On entend le nom Sébastien Noël, on sait un peu qu'est-ce que tu fais, mais qui es-tu? Ma première question, très simple, comment tu te décrirais si tu avais à te présenter? Je me décrirais comme un entrepreneur que je suis devenu entrepreneur par défaut, en fait, je te dirais. Je suis quelqu'un qui fonce, qui prend des risques, qui aime prendre des risques, carbure à l'adrénaline au projet. Donc, de mon côté entrepreneur, je te dirais que c'est mon petit côté caché. Est-ce que tu es originaire de la région? Non, moi, je suis un petit gars de Lévis. OK. Ça arrive sud de Québec. Je suis déménagé à Rimouski en 2010, principalement à cause des grandes fêtes. OK. On avait fait, de 2007 à 2010, on avait fait les grandes fêtes un peu à distance, si je peux m'exprimer OK. ici, parce que mon partenaire qui est avec moi, Sébastien Tremblay, lui, est à Matane. Et moi, j'étais à Lévis. Et puis, les grandes fêtes en 2009, quand on a fait Simple Plan, ça a pris énormément d'ampleur. Mhm. Je dis, bon, on va se concentrer beaucoup plus sur le festival. Puis, écoute, j'avais pas d'attachement à Lévis, fait que je me suis installé dans le Bas-Saint-Laurent, le Rimouski d'adoption. OK. Quel genre d'enfant tu étais quand tu étais plus jeune? J'étais probablement avec un TDAH non diagnostiqué. J'étais très, très actif. Beaucoup de karaté, beaucoup de hockey, très, très sportif. J'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de 21 ans OK. dans le junior. Et puis, j'étais quelqu'un j'aimais pas beaucoup l'école, Ah, très OK. humblement, parce qu'il fallait que ça bouge. Moi, Ouais. rester assis, j'étais pas capable. Mais non, j'étais quand même un bon petit gars. Mais c'est ça, fallait que ça bouge, fallait qu'il y ait de l'action, sinon c'était pas le fun pour moi, là. Puis la place de la culture dans ta jeunesse, est-ce que tu en consommais? Est-ce que c'était accessible pour toi ou est-ce que tu aimais ça? Ben, j'écoutais pas beaucoup de musique, honnêtement. OK. C'est pas le festival. Les gens pensent qu'on crée un festival puis qu'on connaît énormément la musique. Ouais. Mais là, j'en écoute beaucoup plus, évidemment, parce Oui. que c'est beaucoup plus accessible aussi que ça l'était dans le temps. J'ai connu les cassettes, moi, TDK, qu'on enregistrait, qu'on pesait sur pause à la radio, OK. puis après, on enregistrait. J'ai 48 ans, donc j'ai connu ça par la suite, les CD. Fait que dans ma famille, c'était pas... Les gens écoutaient pas beaucoup de musique. Mon père, un peu plus. Mais c'est pas de là que vient la passion, mettons, pour le festival, là. OK. Tes premiers travails, quand tu as commencé à travailler, qu'est-ce que tu faisais? En fait, j'ai commencé à travailler très jeune à passer le Journal de Québec. De 11 ans à OK. 16 ans, je passais le Journal de Québec. Donc, j'ai appris à me lever très tôt, Ah, très de bonne heure. Par la suite, j'ai travaillé dans une boucherie. Au début, j'ai commencé à passer la mop. C'était ma job étudiante, mhm. faire des brochettes l'été. Par la suite, ben, j'ai appris le métier de boucher. J'ai resté là 4 ans quand même. Fait que OK. tout le long de mes études, j'ai été boucher, donc j'ai appris sur le tas, comme on dit. Fait que ça, c'est un métier que j'ai appris qui est le fun parce qu'aujourd'hui, je connais les pièces de viande, je Mhm. connais un peu plus ça, je suis capable de voir ce qu'il y a dans les comptoirs, etc. Par la suite, j'ai travaillé chez Molson. J'ai représenté à Marché Jeune dans le temps que ça existait. Donc, j'ai travaillé là, je te dirais, 2 ans. Par la suite, j'ai continué mes études, puis j'ai déménagé à Montréal. Toujours chez Molson, il y avait un plan de relève avant où bon, ils pouvaient payer tes études, puis ils amenaient des gens là, dans la boîte à Montréal qu'on appelle OK. pour faire un plan de relève. Fait que j'ai fait ça 2 ans. Par la suite, j'ai été chargé de projet chez Rothmans Benson Edge. Et puis, je suis revenu à Québec, je te dirais qu'aux alentours de 25 ans, parce que là, j'ai parti ma propre compagnie là, avec OK. Sébastien Tremblay. Là, ça fait déjà 23 ans, là.
Qu'est-ce que tu dirais que tu retiens de ces années-là qui te sert encore aujourd'hui? En fait, chez Molson, de mon travail, c'était d'organiser des événements. Donc, OK. Ouais. très tôt, j'organisais des événements chez Molson. Puis c'est de là que partit ma passion, plus au niveau de la logistique, là, de tout l'encadrement, tout le avant de l'événement. Donc, je pense que ma passion a commencé là. Et puis, écoute, j'en ai fait un métier. Quand je te dis que je n'étais pas supposé devenir entrepreneur, c'était pas Ouais. dans mon plan de vie nécessairement. J'avais pas cette fibre-là, contrairement à mon partenaire d'affaires, Sébastien, où ce que lui, c'était clair dans sa tête qu'il allait être entrepreneur. Ça, je retiens là, de mes années chez Molson, là, l'organisation d'événements, puis de charger de projets par la suite. Mais c'était un peu plus poussé, là, un peu plus piqué comme détail, puis toute la structure qu'il faut mettre en place pour Oui. arriver à aboutir un projet. Donc, je pense que ces deux jobs-là, étant très jeune, m'ont poussé à dire, ben, OK, je veux faire de l'événementiel dans la vie. Et puis, par la suite, ben, c'est sûr que c'est des deux bonnes compagnies, c'est deux écoles, deux grandes écoles. Fait que c'est très différent aujourd'hui, mais dans le temps, c'était quand même assez sévère. C'était très, très, très structuré. C'est Puis, ça, ouais. on se trouvait chanceux de travailler pour ces grosses compagnies-là. Fait que c'est vraiment là que tu as appris à aller dans les détails de la structure puis de l'organisation, puis que tu as fait oh, OK, je pourrais organiser mes propres projets à moi par la suite. Exactement. Donc, on avait une agence de personnel événementiel qui était autant dans les bars que dans les épiceries pour les dégustations. Donc, on avait une centaine de personnes qui travaillaient pour nous au tout début. Après, on faisait des événements encore pour Molson aux différentes compagnies. Mais on voulait créer nos propres événements, avoir le choix, être sûr d'avoir une stabilité aussi, parce que c'est pas un métier qui est très, très stable, Ah. faire de l'événementiel. Donc, c'est là qu'on a créé les grandes fêtes, là, il y a 20 ans. Justement, tu viens de dire, c'est pas un métier qui est très stable. Tes parents ont-tu fait le saut quand tu as dit, moi, je vais aller créer un festival à Rimouski? Je te dirais, mes parents, ils m'ont toujours laissé aller. Je pense OK. dans la vie, il faut laisser, peu importe le métier qu'on fait, il faut faire ce qu'on aime. Les sous viennent plus tard, mais je pense que si on fait un métier qu'on n'aime pas, c'est pas très, très sain pour l'équilibre mental. Donc, non, mes parents étaient très, très fiers de moi là-dessus, là. OK. Et là, on veut connaître la grande histoire. Comment c'est né, les grandes fêtes TELUS? C'est parti de où? C'est quoi la journée où ton chum Sébastien t'appelle? Hey, on fait un festival à Rimouski. D'où ça vient Écoute, tout ça, là? je me souviens très, très bien, surtout un certain soir, parce que j'étais à Matane chez Sébastien, puis on regardait les contrats. Il y a des contrats qui rentraient pas, des contrats qui rentraient. Donc, comme je t'ai dit, c'était instable. On n'avait rien à nous, on n'avait pas de stabilité. Puis là, on avait 25, 26 ans, 27 ans. Fait qu'on dit, ben il faut bâtir quelque chose. Puis on avait toujours rêvé d'avoir nos propres événements, parce qu'on avait fait chez Molson. Donc, on voulait avoir nos propres événements. Et puis, on a dit, ben écoute, on aimerait ça avoir un festival. Fait qu'on commence à se parler de ça. On dit, on le fait où? Parce qu'on avait autant des contrats à Montréal, Québec que dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis, tu sais, le parc Beau-Séjour, c'est un agora naturel. C'est une place qui peut accueillir des milliers de personnes. Puis, à Rimouski, dans le temps, il y avait plusieurs bons festivals. Je pense le jazz qui existe encore. Il y avait dans le temps le festival d'Automne. Il y a un festival, le nom m'échappe, mais c'était de blues, je pense, le Le festival de blues, blues. oui. Mais il n'y avait pas de festival de musique populaire. Et puis, on dit, ben OK, on va regarder comment on peut faire. Et puis, je me souviens, on avait fait des démarches, mais étant très jeune, on ne savait pas par où passer pour Ouais. louer le parc, entre parenthèses. Et puis, j'avais réussi à mettre la main sur le numéro de cellulaire à Éric Forêt, dans le temps, OK. qui était maire, qui est rendu sénateur aujourd'hui, qui est encore un très bon ami à moi. Mais je me souviens où ce que je l'avais appelé son cellulaire à 7h30 le soir. Je me suis présenté, je me suis Forêt, je m'appelle Sébastien, je veux faire un festival de musique populaire, je veux le faire au parc. Comment ça marche, c'est à qui il faut que je parle. Puis là, dans ce temps-là, il m'avait mis en lien avec Guy Dionne, qui était directeur des loisirs dans le temps. Et puis là, on a commencé à faire les démarches, et puis on a commencé ça. On a fait le premier festival en 2007. Combien de temps de démarche ça prend pour... Parce que là, tu rentres dans une grosse machine administrative. Là, j'imagine que tu vas aussi chercher des subventions au fédéral, provincial. Combien de temps tu travailles là-dessus?
Ben, en fait, au tout début, les subventions, il n'y en avait pas vraiment. OK. Puis on ne connaissait pas ça, très humblement. C'était plus des commanditaires là, privés. Et puis, écoute, on a commencé, on s'est garoché dans le vide, je te dirais. Là. Ah ouais. Je me souviens la première année qu'on a fait on a fait les Cowboys fringants, notre année 1. Ouais. On avait Marie-Chantal Toupin, on avait Robert Charlebois, puis on avait un hommage à U2. Il y avait 4 shows, 4 soirs, that's it. OK. Et puis, mais tu sais, à un moment donné, la scène a failli tomber, le plancher de la scène a failli tomber parce que c'était un arabesque dans le temps. Puis Voyons. le terrain au Parc Beau-Séjour, il n'était pas drainé dans le temps. OK. Donc, c'était vraiment une grosse vasière. Écoute, on avait brisé le terrain, il a fallu qu'on répare le terrain. Donc, la ville nous a aidés par la suite à drainer tout ce terrain-là. Mais je te dirais là, que la démarche a été en se lançant plus dans le vide, puis on a dit, ben écoute, on va apprendre de nos erreurs. On a eu beaucoup d'échecs, mais je pense sincèrement que c'est ça qui forme les gens. Quand tu te plantes pas, comme on dit, quand tu frappes pas un mur, t'apprends pas vraiment. En tout cas, on l'a appris à la dure, mais c'est ce que ça a donné aujourd'hui. Là. Puis le premier nom des grandes fêtes TELUS aujourd'hui, ça s'appelait les grandes fêtes du Saint-Laurent. Exact. C'est venu tout seul, ce L'OBNL nom-là? est encore au nom des grandes fêtes OK. du Saint-Laurent, en fait. C'est que par la suite, parce qu'on avait parlé encore une fois, Éric Forêt, on cherchait un nom, puis Éric, il dit, tu sais, il y avait une vision avec le fleuve dans ces années-là, il y a 20 ans, où ce qu'on voulait développer beaucoup plus le maritime, on voulait développer le fleuve. Donc, c'est la raison, honnêtement, pour qu'on a appelé ça les grandes fêtes du Saint-Laurent. Je vois encore le premier logo dans ma tête, là, avec les petites vagues. Fait qu'on a commencé comme ça. Par la suite, il y a eu des présentateurs du festival et avec notre partenaire TELUS qui avait acheté le nom, ce que ça s'appelle maintenant, les grandes fêtes TELUS. OK. Là, tu m'as parlé, quand tu pensais au projet, le parc Beau-Séjour est venu comme presque naturellement, mais est-ce que vous avez évalué d'autres endroits aussi à Rimouski si jamais ça ne fonctionnait pas, le parc Beau-Séjour? Pas du tout. C'était notre choix 1, puis ça a fonctionné. Il n'y a pas beaucoup d'endroits non plus. Puis là, il y a beaucoup plus d'infrastructures aujourd'hui, mais il faut prendre en considération le vent, la température. Tu sais, on est sur le bord du fleuve. Je me vois mal faire un festival sur le bord du fleuve à Pointe-au-Père avec le nombre de personnes et le vent. Parce que les infrastructures comme la Seine, on a des tours météorologiques sur le dessus de la Seine. Quand il y a des vents de X nombre de kilomètres heure, il faut évacuer la Seine. Il faut enlever les rideaux. Et puis les scènes ont évolué. Là, on en a passé une puis un autre des scènes depuis 20 ans. Donc, non, c'était notre premier choix. Puis on a toujours resté au Parc Beau-Séjour. OK. Et c'est quoi le point tournant dans l'histoire du festival? Parce que là, tu commences avec 4 soirs, un show par soir. Il y a quelques années, j'imagine, où on reste avec cette formule-là. Y a-t-il un moment où tu dis, ça, c'est le point tournant, où on est parti d'un festival avec 10 personnes, puis là, on monte, là, tu sais? Oui, il y en a un, puis je l'ai nommé tantôt. C'est en 2000, on a commencé en 2007, fait que 2007-2008. Puis en 2009, on a fait un groupe québécois qui s'appelle Simple Plan. Mais déjà, il était considéré comme un groupe international, parce qu'il jouait beaucoup en Europe et surtout en Chine, au Japon, ces places-là, en Asie. Et puis, quand on a fait ce groupe-là, là, on avait eu, je pense, 12 ou 13 000 personnes. OK. Donc, puis qu'on s'attendait pas à... Je pense qu'au début, on avait tout le temps 4, 5, 6 000 personnes. Là, on a fait, OK, les gens, ils veulent de l'international à Rimouski. Et c'est là qu'on a commencé à développer un peu plus, tout en gardant une place pour la musique québécoise puis la relève. On s'est dit, ben on va faire des groupes un peu plus gros à l'international. Et là, c'était le point tournant en 2009, où ce que là, en 2010, après, on a fait Our Lady Peace, puis là, on a commencé à jouer là-dedans. Fait que je te dirais que c'était un des bons points tournants. Là. C'est quoi la différence entre la croissance réelle qu'on avait en tête, qu'on voulait développer, versus celle qu'on a fait? Oh, OK, on peut aller là, finalement, c'est la croissance qu'on obtient en réalité, tu sais. C'est de l'insouciance. Ah, Très humblement, on n'avait pas d'objectif. En fait, on fait un festival. Il faut comprendre qu'on travaille 1 an de temps, même des fois 1 an et demi de temps. Tu sais, on est déjà sur la programmation 2027 présentement, puis le festival n'est pas commencé en 2026. non. Donc, on travaille 1 an de temps pour offrir une programmation, offrir un festival à des gens pendant 4 jours. Et puis, quand on a dit, ben, est-ce que ça va augmenter? Nous, on voulait que ça soit de plus en plus gros. Mais c'est dur de se fixer des objectifs clairs en événementiel. On ne sait pas s'il va mouiller, on ne sait pas le contexte économique, on ne sait pas les groupes qui vont être disponibles. Il y a un paquet de facteurs qu'on ne contrôle pas qui viennent jouer sur le festival.
Donc, des objectifs clairs comme ça, honnêtement, on s'en est jamais vraiment fixé, mais un des objectifs, on peut dire, sans se le dire, c'était de grossir le festival d'année en année. Et puis, si on parle en 2007, on avait un budget de 180 000 $, puis aujourd'hui, on est rendu pas loin de 4 millions. 20 ans plus tard. Donc, tu sais, on voit au niveau des chiffres, là, au niveau des finances, le budget a vraiment évolué. Là. Là, j'ai envie d'entrer dans du crunchy, dans les anecdotes. Oui. Tu es à l'intérieur de la machine même, tu en as vécu des choses. On a parlé de faire venir les groupes internationaux. Comment on décide? J'imagine que tu n'as aucun contact au début. Tu dis, je vais cogner à quelle porte? Comment ça se passe, les premiers contacts internationaux? Ben, l'objectif numéro un était de se faire des contacts. Parce que quand on commence à jouer dans l'international, il faut passer par des agences. Souvent, les agences sont à New York, Nashville, Vancouver, tout dépendant, à Los Angeles aussi. Donc, au début, c'est extrêmement dur. Parce que le festival n'est pas connu. Souvent, les gros groupes vont arrêter en tournée dans des salles de spectacle, au Centre Bell, exemple, au Centre Vidéotron. Mais quand on parle de Rimouski... Ils ne savent même pas c'est où ça carte. Exactement. Et c'est ce qu'on se faisait demander. Donc, il fallait monter un document, un beau gros document de présentation. Qui qu'on est qu'on a les reins solides financièrement? Payer les groupes d'avance. Fait que petit à petit, on a travaillé avec ces agences-là, puis on a fait notre nom. Donc, aujourd'hui, on a nos contacts, on sait où est-ce qu'on s'en va. Et puis ça, c'était avant la pandémie, là, je te dirais, entre 2015 et 2020, ça allait extrêmement bien. Puis tout cadré quand on appelait. Depuis la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que toutes les tournées qui étaient prévues en 2020, ils ont été portées en 2021 qui n'a pas eu lieu. En 2022 non plus, ça a commencé. Donc, les grosses tournées se sont commencé à se mettre en branle en 2023. Donc, il y avait beaucoup de retard à rattraper. Et puis, on commence à se sortir la tête de l'autre déjà en 2026. Là. L'année prochaine, le son de cloche qu'on a, c'est que il va y avoir beaucoup de groupes en tournée qui vont faire... Bon, fait que là, c'est le son de cloche qu'on a, parce que c'est de plus en plus dur de booker des bands internationaux. Puis c'est ça, il y avait un rattrapage à faire. Puis eux aussi ont souffert. Là, tout le domaine du spectacle, autant le monteur, l'éclairagiste de la scène que les artistes. Pendant 3 ans de temps, ils n'ont pas viré. Puis on le sait que c'est très dur de percer le domaine de la musique quand tu es musicien ou quand tu as un groupe. Donc là, le retard, je te dirais, ça aura pris 6 ans à stabiliser, à dire, OK, bon, on est capable de revenir comme à la normale d'avant la pandémie. C'est quand même, c'est long, hein? Oui, c'est long. On pensait aller plus vite que ça, mais écoute, ça a tellement brassé de choses. Là. Puis la méthode a changé. Il y a de plus en plus de groupes aussi. Ça commence beaucoup à se diviser. Puis les prix ont explosé aussi parce que, bon, tout le monde a le droit de gagner sa vie puis on se fait. Là, le marché va se stabiliser. Mais un groupe, exemple, qu'on payait peut-être 200 000 avant la pandémie, on le paye 600-700 aujourd'hui. Tabarouette. Fait que c'est l'offre et la demande aussi. Donc, c'est pour ça que je te dis l'année prochaine, tout va... Ben, pas tout, mais c'est supposé plus se stabiliser puis revenir un peu plus à la normale. Là. On se le souhaite. Oui. C'est quoi les plus gros défis techniques que vous avez eus? Parce que là, on reçoit des tournées internationales. J'imagine qu'ils ont certaines exigences. Ils vont se moduler parce qu'ils comprennent à un moment donné qu'on vient à Rimouski, on ne peut pas nécessairement tout avoir ce qu'on peut avoir, par exemple, à Québec, à Montréal. C'est quoi les plus gros défis? Bien, c'était de mettre la grosse scène qu'on a présentement. On a un contrat avec eux autres année après année, échelonné sur plusieurs années, où que la grosseur de scène fait beaucoup pour attirer l'artiste. La première chose qu'ils nous posent comme question, c'est quoi ta scène? Donc, si on a une plus petite scène, l'artiste ou le gros ne viendra pas parce que c'est pas assez gros. Parce que le devis technique qui demande... Pour accueillir tout ça. Exact. On parle d'à peu près 90 000 livres de stock au plafond qui est accroché. Je me souviens tout le temps de Nickelback, parce qu'il n'y avait plus un pouce. Un pouce carré en haut, je regardais ça, il y avait des millions de dollars en équipement accroché au plafond. Fait que, tu sais, eux, ils ont le devis technique pour jouer. Donc, ça c'était un gros défi. Puis, tu l'as nommé, le stock est à Montréal, le stock est à Québec.
puis encore plus à Montréal. Mais c'est ça, c'était de se faire des contacts. Puis nous, le coût de transport est énorme. Donc, Ben de oui. faire descendre ça ici, de louer ça, puis la main-d'œuvre aussi très spécialisée là-dedans. C'est pas juste une gang de chums qui vont monter une scène. Là. Ça prend des gens qui sont vraiment spécialistes là-dedans. Ouais. Ça prend du temps. On a peu de temps pour monter quand on a la scène. Donc, c'est un réel défi. Il y avait l'électricité aussi avant. Tu sais, on a fait beaucoup de Oui. modifications au Parc Beau-Séjour avec la cabane électrique. Avec la technologie, ça prend de plus en plus d'ampérage. Puis les groupes nous demandent un backup. Donc, si, Toujours. exemple, j'ai 1200 ampères pour faire marcher le son et la scène, ça m'en prend un 1200 en backup. C'est la pire affaire qui peut t'arriver dans la vie, c'est de manquer d'électricité. C'est sûr. C'est arrivé une fois avant le show de Pitbull. Personne ne l'a su, personne. OK. Mais on avait les génératrices, on avait notre backup, comme on appelle. Là. Donc, c'est un beau défi technique. Il y a à peu près pas loin de 7 km de fils électriques enfouis pendant le festival autour du Parc Beau-Séjour qu'on enlève année après année. Donc, il y a une belle logistique autour de ça. Clairement. Puis c'est quoi la plus grosse folie qu'un artiste se dit? Moi, là, techniquement, je veux avoir telle affaire, qu'on l'ait eu ou pas, là. Mais ça se négocie, ça aussi. Oui. Souvent, il envoie quand on signe les contrats, il y a 2 autres devis qui viennent avec ça. Le devis hospitalité, ce qu'ils ont besoin, manger, se nourrir, puis s'héberger. Le transport aussi qui se négocie. Puis il y a le devis technique. Mais le devis technique, ça se négocie aussi. Si le groupe, c'est un groupe européen qui joue avec telle sorte de console, à cette heure, tu le sais, on met la petite clé USB, les pitons se mettent tout seuls, puis c'est beau, c'est réglé, puis c'est 10 minutes avant le show, puis c'est réglé. Donc, ça se négocie aussi, mais c'est des demandes des fois assez lourdes pour un festival extérieur. Ouais. La demande la plus marquante qui te vient en tête après toutes ces années-là, y a-tu quelque chose qui... Tu fais comme, hey, ça, je vais m'en souvenir toute ma vie de cette demande-là. On avait... Supertramp nous avait demandé des vrais palmiers. Oui. Fait qu'on a essayé d'expliquer qu'à Rimouski, on n'en a pas de ça. Puis je me souviens qu'on avait acheté des faux palmiers, puis il avait bien ri, mais il y avait un décor à faire en avant de sa loge. OK. Donc, c'était ça m'avait marqué. Quand j'ai lu ça, puis il tenait mordicus à avoir des vrais palmiers. OK. Je disais, on ne fera pas descendre des palmiers de la Floride. C'est pour mettre 2 minutes, ils vont mourir, ça sera pas trop Oui, c'est ça. Mais il y a certains artistes qui ont des demandes excessives, honnêtement, au niveau de la nourriture, des sortes de vins. OK. Souvent, ils repartent avec. Puis on a éliminé beaucoup le gaspillage parce qu'il y avait beaucoup de nourriture qui se gaspillait. Puis on allait porter ça à des œuvres de charité, mais on a beaucoup coupé là-dedans. Là, c'est plus nous autres que le gros bout du bâton. On disait, mais voici ce qu'on a. Ouais. Bryan Adams, exemple, lui, c'est il y a 2 ans qu'on l'a eu en 2024, 2023. Il fallait construire une vraie cuisine. Hein. Puis quand je parle d'une vraie cuisine, avec un poêle, un frigidaire, une hotte, puis ça, à l'extérieur, sous une tente, parce qu'il est végétalien. Et toute son équipe aussi végétarien ou végétalien. Donc, il y avait vraiment une cuisine tout en stainless, autour d'une tente. Puis il traîne son cuisinier, puis il faisait leur propre bouffe. Ils sont allés dans les petits marchés locaux. Okay. Fait que c'est des demandes comme ça qui, tu sais, on respecte leurs demandes, évidemment. Puis on trouve ça le fun qui goûte à nos produits. Il y a nous autres qui le cuisinent en arrière dans un champ sur le bord de la rivière. Donc, il y a des demandes comme ça. Il y en a énormément. Okay. Je vais t'amener sur... tu me diras si on peut aller là. Il y a tellement de rumeurs sur Pitbull, sur cette fameuse épopée-là. C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé avec Pitbull? On a combien de temps? Le temps que tu veux. Pitbull, je ne l'ai jamais raconté devant une caméra, mais je vais le faire aujourd'hui. Pitbull, faut se souvenir que cette journée-là, il faisait 30 degrés à 8 h le matin, ce qui est assez exceptionnel. À Rimouski. À 8h30, nous, tout le monde, on fait un meeting d'équipe et on reçoit un coup de téléphone de l'agence qui nous dit faut canceller le show, malheureusement. Et non, tu peux pas canceller le show. Et pourquoi, tu sais? Puis la raison était très simple, c'est qu'il faut comprendre que Pitbull, quand il joue au Canada ou en Amérique du Nord, il a son propre jet privé avec sa garde rapprochée, les danseurs, les danseuses qui sont avec. Donc, puis il réside à Miami. Donc, lui, après un spectacle, il ne reste jamais dans les hôtels. Fait qu'à Rimouski, quand il est venu, tout de suite, quand le show est fini, il a repris son jet privé, il est retourné chez eux, puis probablement à 7 h du matin, il était chez eux, dans sa piscine, puis la vie était belle. Ses techniciens, par exemple, il était neuf.
eux, je te dirais, ils restent sur place après, ils dorment, puis bon, ben, si, exemple, ils ont un show à New York, le lendemain, ils jouent, je sais pas moi, à Baltimore, ben, ils couchent à New York, ils reprennent un avion, puis s'en vont à Baltimore, puis Ouais. Pitbull va les rejoindre. Donc, à 8h30, on reçoit un appel. Les techniciens, il y avait un show la veille, justement, à Baltimore, et puis les techniciens, quand ils sont venus prendre l'avion, il y a eu une grosse tempête de pluie, un orage. Fait qu'ils n'ont pas pu prendre l'avion. Puis on s'entend que Baltimore, Montréal, il n'y a pas des vols aux heures. Non, c'est ça. Puis logiquement, c'était Baltimore, Québec. Puis ils ont manqué l'avion. Donc, la prochaine avion était le lendemain, mais le lendemain de notre show. OK. Donc, on a dit, ben écoute, attends, on a une coupe de contact, on annule pas le show, on travaille fort. C'était la pire journée de ma vie. J'ai des cheveux blancs à cause de cette journée-là. C'est sûr. Et puis, puis là, écoute, il y a un paquet de péripéties qui arrivent après. Finalement, il faut avoir un peu plus ça court. On appelle Chrono Aviation, qui est notre partenaire pour voyager, Ouais. partenaire privé pour voyager. Chrono, super, une équipe superbe. Chrono, il y avait un avion aux îles de la Madeleine. Il était libre. Il dit, je tank, puis il dit, je vais aller les chercher. Puis eux autres, ben, ils pouvaient prendre un avion de Baltimore à New York. Fait que c'était le seul déplacement qu'ils pouvaient faire. Fait qu'on a dit, on s'en va à JFK, on va aller vous chercher. Fait qu'on arrive là-bas. Mais là, écoute, dans l'après-midi, là, Oui, c'est Pitbull ça. est encore à Miami. Il y a un line-up de je sais pas combien de milliers de personnes déjà. Il fait chaud, il fait beau. C'est la plus belle journée de la vie. Fait que on embarque le crew à New York. Et puis Air Force One décide d'atterrir à New York. Et quand l'avion du président atterrit, l'aéroport, tout est arrêté. Ben oui. Donc, on embarque, on se fait texter, on est 50e sur la piste de décollage, donc on partira pas avant 5 heures, probablement. Et puis là, il nous rappelle, il dit, on est 3e, on part dans quelques minutes. Et 2 minutes plus tard, un autre texto, je suis obligé d'en revirer de bord. Il y a un des membres de l'équipe de Pitbull, étant donné que ça faisait longtemps qu'il était sur la piste, l'air climatisé n'a pas fourni. Il a fait une crise de panique. Fait qu'ils ont été obligés de retourner. L'ambulance est arrivée. Fait qu'on s'est remis dans la ligne d'attente. Et là, le temps Et là, commence à et là, avancer. là, les gens sont dans le parc. Là. Fait que ça commence à rentrer. Pas question d'annuler le show. Et puis, ils finissent par décoller. On a dit aller dédouaner à Québec. Puis quand ils ont des numéros de vol, Ouais. tant aussi longtemps que le crew n'était pas atterri à Québec, Pitbull partait pas avec son jet à Miami. Mais là, il y a un délai, là, ça se fait pas en 2 heures. Mais avec le jet qu'il y a, c'était pas très, très long sans venir. OK. Fait que, raccourcir l'histoire, encore une fois, le jet, finalement, atterrit à Québec, ils dédouanent, ils s'en viennent, Pitbull part. Fait que, on a dit, ben, atterrir à Saint-John, il y a juste un gars là-bas, ça sera pas long. Mais rendu là-bas, ils ont décidé d'amener des chiens pisteurs pour la drogue, ces affaires-là. Donc, ils ont débarqué, ça a pris 1h30 à dédouaner. Et quand que l'avion a reparti, l'agence nous a appelé, il dit, ben écoute, vous avez décidé de ne pas annuler le show, Pitbull s'en vient, le crew est arrivé, sauf que demain matin, à 5 heures, là on est un vendredi, là, demain matin à 5 heures du matin, les techniciens, il faut qu'ils repartent pour Cincinnati. Fait que si vous ne nous trouvez pas de vol, d'avion, pour demain matin, on ne fait pas le show, on repart tout de suite. Ça, on s'avait fait un peu avoir là-dessus. Mais oui. trouver un avion un vendredi soir à 10 heures, pour le lendemain à 5 heures, Chrono ne pouvait pas, il y avait déjà des vols. On a réussi à trouver un avion aux États-Unis. Je me rappelle très bien, c'était 75 000 US et puis il fallait payer là. Mais il n'y a pas de virement de bancaire un vendredi, les banques sont fermées. Fait que je me suis dit, écoute, c'était drôle parce que là, on prenait les cartes de crédit de tout le monde. Comment il te reste ta carte de crédit? On a payé l'avion, on a envoyé le numéro de vol, Pitbull est arrivé plus tard. Et puis, ben, le show a lieu, mais on n'a jamais lâché. Quand le show a commencé, j'ai éclaté en sanglots. J'étais brûlé, j'étais fatigué. Et puis, c'est là qu'on avait manqué d'électricité pendant le DJ. Okay. La cabane électrique, ça avait sauté, donc on marchait sur des génératrices, on était stressés. On avait tellement fait de hot dog, je pense que le feu avait pris dans un barbecue aussi. Tout ce qui devait arriver dans un festival, mais on a livré la marchandise. Fait que les gens ne savent pas toute l'histoire derrière, où ce qu'on voyait, ben là, il est en retard. Puis j'avais monté sur la scène en disant, faites-vous en poule, l'avion, on s'en vient. Nous, on avait la confirmation, puis j'ai dit, je vais aller l'annoncer. Tant qu'il n'est pas parti de Saint-Jean,
On va attendre qu'ils soient au moins C'est ça. partis. Fait qu'on le savait qu'elle allait jouer, mais à quelle heure, là, c'était plus compliqué. Donc, OK. il a fait son show. Il nous a remerciés, puis il est parti tout de suite après. L'avion a pris les techniciens, ils sont partis à Cincinnati. Toute la vie est belle. Et puis C'est bon, le ça. lendemain, il fallait continuer, c'était Nickelback. Oh, ah, mon Dieu. Puis là, il y a eu la pire orage électrique de Ah, toute oui. l'histoire. Puis on était à 15 minutes d'annuler le show à Nickelback parce qu'il mouillait. Puis là, OK. on regardait ses radars, puis ça se dégageait. Fait que le gérant, à un moment donné, dit, je vous laisse 15 minutes, sinon nous autres, on crisse notre camp. OK. Fait que, écoute, là, on est passé de gros orages électriques de 6 heures jusqu'à 10 heures. Puis à 10 heures, le ciel étoilé est apparu. Puis là, ben, on a pu faire le show. Mais c'était 2019 a été Une grosse édition. grosse année. Puis 2020, ben, là, on n'a rien fait parce que c'était la pandémie. Fait que, tu sais, on l'a Ouais. eu dur. Là, depuis 2019, là, c'était rough. C'est pour ça que c'est des risques qu'il faut prendre. C'est des grosses décisions. Oui, c'est ça. Mais ça aurait pu tourner autrement. Là. Mais justement, la pandémie, là, cette fameuse année où vous êtes revenu, il y avait des enclos un peu Ouais. partout. Comment tu l'as vécu cette année-là? Ça, c'était... en bon français, c'était le bordel parce que même le gouvernement ne savait pas Oui. où s'en aller. On fonctionnait avec la santé publique ici à Rimouski qui ont été superbes, honnêtement. Là. Ils nous ont vraiment aidés. Mais je pense pas qu'eux savaient non plus. Il n'y avait pas l'expertise de festival de dire les zones. Fait qu'en 2020, ce qu'on a fait, parce que là, les partenaires aussi nous lâchaient parce qu'il n'y a pas de festival, donc on ne paye pas. Mais nous autres, on a un roulant pareil, on a des employés. Puis écoute, la pandémie était, on fait plus de rassemblements. Fait que moi, c'est ça que je fais dans la vie, des rassemblements. Fait que j'allais être le dernier à être puis là, on savait pas quand. Tous les jours, comme tout le monde, on checkait à la télé. C'était une période assez noire, assez rough pour les festivals puis pour nous autres. Mais en 2020, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait dit, ben OK, les gens, ils peuvent juste être en famille. Fait qu'on a fait un ciné-parc avec les deux frères dans le stationnement ou l'édifice à Technipro à Marc qui nous avait prêté ses infrastructures, qui est un partenaire d'affaires à nous. Fait que on a mis les deux frères sur une scène et puis dans le micro, ça rentrait dans les autos comme les ciné-parcs normaux. Ouais. Fait que les gens pouvaient, puis c'était gratuit, on avait demandé d'amener des denrées. Pour les gens, parce qu'en pandémie, c'était plus rough pour tout le monde aussi. Ben oui. Donc, on avait fait un petit festival. 2021, c'était compliqué. Puis là, les zones en 2022, ça, c'était... écoute, on mesurait la ville. Les gens de la géomatique à la ville nous ont vraiment aidés là, de construire des carrés, de vendre des billets. Puis là, tu es dans tel carré, puis il faut pas que tu te promènes. Puis on pouvait pas vendre de boissons. Dans un bar pour que les gens se déplacent. C'était un beau défi. Je suis content de l'avoir vécu, honnêtement. C'était vraiment un gros défi logistique pour être dans les règles au complet. Il n'y a pas eu de cas. En tout cas, on n'a pas entendu parler. Je pense qu'on a fait ça de main de maître. Et puis là, en 2023, ben là, ça a recommencé plus à la normale. Pourquoi les grandes fêtes TELUS, ça fonctionne autant? Mais je pense qu'on a réussi à faire un festival, premièrement, qui est pas cher. Je veux dire, pour tous les artistes, puis ça faisait tout le temps partie de notre mission. Il y a une réalité où il faut augmenter le billet à tous les années, mais tu vois, à 85 $, cette année, pour toute la panoplie d'artistes qu'on a, donc ça revient vraiment pas cher par artiste. L'autre chose, c'est qu'on a le Parc Beau-Séjour, qui est un agora naturel, donc c'est une place sécuritaire chez nous pour les jeunes familles. On voit plein d'enfants courir partout, puis il y a 20-25 000 personnes, puis il n'y a pas de stress. Puis la proximité aussi du parc, que ce soit le plus loin, en haut de la côte, tu es quand même proche de l'artiste, dans le sens où il y a les écrans géants, puis tu peux voir une autre facette du festival. Tu vois de haut tous les milliers de personnes. Quand tu es sur, je vais dire, le plancher, on est à peu près à 300 pieds de l'artiste. Donc, quand on va dans des gros festivals, souvent, on est loin, on ne voit pas. Mais au Parc Beau-Séjour, c'est vraiment la proximité. Les Rimouskois se sont appropriés le festival parce que c'est un événement d'envergure. Dans une ville, quand on dit qu'on a 25 000 personnes un soir, exemple comme à Pitbull, c'est quand même la moitié de la ville de Rimouski qui est au Parc Beau-Séjour. Si on calcule en chiffres comme ça, vu qu'on est à peu près 50 000. Donc, d'avoir un événement majeur ici à Rimouski, les gens sont appropriés. Et puis, le tourisme s'est développé de plus en plus avec les années. Donc, on a 55 % des gens qui viennent de l'extérieur, que ce soit touristes ou excursionnistes. Donc, soit qui viennent pour le festival, soit qui sont de passage. Donc, économiquement, c'est des retombées d'à peu près entre 8 et 10 millions par festival. Donc, les gens, c'est un rassemblement. Puis cette année, ce qu'on veut faire encore plus, puis on a changé notre image de marque pour les 20 ans.
Donc, on veut donner une expérience aussi. Oui, il y a des shows, mais on veut donner une expérience aux gens en enregistrant des food trucks, en enregistrant une scène près de la rivière cette Oui. année. Donc, c'est des nouveautés, puis les gens viennent festoyer là, avec nous. Là. Ça a quand même un impact majeur. Tu as nommé déjà quelques chiffres. Euh, Ça coûte combien faire une édition d'un festival? On a un budget d'opération qui joue entre 4 et 4,5 millions. Puis là-dedans, il y a pas d'entente de service, là, si on calcule les services. Mais là, Ouais. c'est un peu compliqué, là, mais ça joue aux alentours de 4 à 4,5 millions. J'imagine qu'on fait pas un festival comme ça pour faire de l'argent dans ses poches. J'imagine. Non, ben, faut comprendre que le festival, c'est un OBNL depuis jour 1. Donc, c'est pas une entreprise privée. Ce que nous, ben, moi, je suis payé, Sébastien est payé comme Oui, employé vous de avez un l'OBNL, un salaire. peu comme ici, je pense que ça fonctionne. Mais non, c'est pas quelque chose que tu te dis, je passe ça, je vais faire ma vie avec ça, puis je vais ramasser les profits, parce qu'il y a des. Faut le voir sur 5 ans, parce qu'il y a des années que ça va bien, il y a des années que ça va moins bien. Comme j'ai dit tantôt, la température, le contexte économique, des fois, on n'a pas la pandémie, on ne l'a pas vu venir, on s'entend. Ouais. Donc, tout ça, faut faire des plans quinquennales qu'on appelle, bon, ben, sur 5 ans, on arrive à zéro. OK. L'édition 2026, les 20 ans, Oui. on a les mains dedans. Là. Tout est attaché, tout est fait. Il reste juste à l'exécuter. Combien de temps vous avez travaillé d'avance sur cette édition-là? Je te dirais que c'est tout le temps 1 an et demi à l'avance. Comme je t'ai dit, là, on travaille sur 2027, à petit peu, à petits Ouais. pas, pour la programmation. 2026, ben écoute, on est bien entouré aussi. On a grossi l'équipe des 2 dernières années. Annie-Claude qui est rendue directrice générale. Simon qui est là depuis 5 ans. On a différentes personnes qui gravitent autour de nous, puis des fournisseurs qui travaillent pas à l'année, mais presque avec nous. Donc, on a travaillé très fort parce que là, changer une image de marque, c'est vraiment long. La période était quand même assez courte en dedans d'un an. Donc, là, on est rentré plus dans la planification, puis pas dans la planification, mais dans la logistique, parce que là, on va avoir une belle logistique entre les deux scènes. Oui, c'est ça. Et puis, bon, il y a des gens qui vont pouvoir accès, d'autres non. Il y a 2 shows, des fois 2 soirs avec 2 shows en même temps. Ouais. Il y a des shows gratuits dans l'après-midi. Donc, il y a une belle logistique autour de ça. Donc, c'est plus d'infrastructures, plus de food truck, plus de clôture, plus de fils, plus d'électricité, etc., etc., etc. Donc, ça prend des gens. C'est comme un autre petit festival de 5000 personnes dans le gros festival. Fait que ça prend pas le double de staff, mais on va se prendre un peu plus d'avance pour faire le montage. Donc, je vous dirais que cette année, on a un beau défi logistique. Puis je pense que vous avez aussi calculé les forces des vents pour le son, pour pas que ça Oui, impacte ouais, entre les deux exact. scènes. Ben, là. partout à travers le monde, on le voit maintenant. Des fois, les scènes sont vraiment à 200 pieds, puis ça se joue en même temps. Ben C'est oui. une question. Donc, avec les technologies, puis écoute, c'est pas moi qui ai fait les tests de son, là, je connais pas ça. Mais on a des gens qui sont très professionnels, qui ont une belle expertise dans le domaine. Quand je pense à Mégascène aussi, on est à calculer, puis il faut calculer aussi les vents dominants. On ne le sait jamais, mais c'est quelque chose qu'on va calculer. La scène est un peu en angle, donc tout devrait bien aller. C'est un beau test pour nous autres cette année. Oui, c'est ça. On aimerait ça garder ça encore longtemps, les deux scènes. Si c'est quelque chose qui fonctionne bien, assurément, que Ouais. c'est pas juste pour le 20e. On avait la deuxième scène qui était à l'Agora avant. Oui, c'est ça. Là, cette scène-là, on l'a doublée, donc elle est beaucoup plus grosse. OK. La 250 qu'on a présentement, c'est peut-être 2 tiers de la grosse qu'on a. Donc, ça va être quand même une grosse scène. Oui, c'est ça. Puis, si ça fonctionne bien, mais c'est sûr on veut garder ça là, pour les deux sites là, à long terme, ça, c'est sûr. OK. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cette 20e édition-là? En fait, là, on est des créateurs de souvenirs. Hein. Si tu savais le paquet de gens qui nous arrêtent dans la rue, diraient moi, à telle soirée en 2019, je me suis marié, j'ai connu mon chum, j'ai fait un regroupement avec ma famille du Nouveau-Brunswick, on a trippé. Donc, comme les autres années, je pense qu'on veut créer des souvenirs, puis le festival est là pour ça. Fait que t'aimes ou pas, la musique, c'est un gros rassemblement aussi. Des fois, on connaît pas les artistes, c'est des découvertes. Ça coûte pas cher pour venir faire des découvertes. Puis c'est un rassemblement, puis on veut faire vivre une expérience aux gens. Là. Avant de se laisser, oui, déjà, qu'est-ce que je te souhaite à toi, Sébastien Noël, et qu'est-ce que je souhaite aux grandes fêtes TELUS? Un autre 20 ans. Ça, c'est sûr et certain. On commence. Je suis moins dans les opérations aux grandes fêtes présentement. On a bâti, comme j'ai dit, dans les dernières années, une équipe qui est solide, qui sont encore meilleurs que nous autres.
Je pense qu'il faut s'entourer des meilleurs. Puis la technologie, les réseaux sociaux, tout va vite. Donc, des fois, à 48 ans, on est déjà dépassé, très humblement. Donc, je souhaite... À 36 aussi, je suis un peu dépassé. Je souhaite un autre 20 ans, une longue vie aux Grandes Fêtes, c'est sûr. C'est un beau festival ici en région. C'est le plus gros festival à l'est de Québec. Puis dans une petite ville comme nous autres, avoir un gros événement comme ça, je pense qu'on est chanceux, on l'a bâti. Puis c'est nous autres qui travaillons en arrière, mais c'est toute la population qui fait que ça fonctionne aussi, parce que sans festivalier, le parc serait vide. Oui. Donc, je souhaite perdument que les Grandes Fêtes durent encore des dizaines d'années. Puis à toi, personnellement, qu'est-ce que je te souhaite? Un peu plus de calme. Non, en fait, je pense que je suis rendu à un stade où on monte aux plus jeunes, on délègue aux plus jeunes. Je me souhaite de prendre un pas de recul dans quelques années, puis d'admirer ce qu'on a monté depuis des dizaines d'années, en fait, puis de regarder ça avec un œil extérieur, de le vivre peut-être à un moment donné sans être encore dans l'organisation. Puis c'est surtout de la fierté, en fait, que je nous souhaite pour les prochaines années. Bien, je te souhaite tout ça et encore plus, autant pour le festival que pour toi. Merci beaucoup pour cette belle rencontre-là. Merci, Hugo. Puis, ben, pour vous, chers auditeurs, ben, merci d'avoir été encore une fois au rendez-vous. Puis, soyez là, parce qu'il y en aura encore d'autres. À la prochaine, tout le monde. Bye bye. La radio en mouvement. Wow, wow. Flow 96.5.